Nous sommes le jeudi 21 novembre 2024, ici Danick Julien et voici votre bulletin d'information Info CJSR qui couvre la région de Portneuf. Cette semaine, nous discutons avec M. Mario Dupont, le maire de Pont-Rouge de l'Association de hockey mineur. La maison des aînés de Pont-Rouge est officiellement ouverte. Nous avons un reportage. L'hôpital régional de Saint-Raymond dispose d'une machine de mammographie 3D. On parle avec M. Plante, DG de la Fondation. Et finalement, on parle avec Patrick Bouillet, maire de Deschambault-Grondines, de la certification à la municipalité Amis des enfants. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons maintenant du côté de Pont-Rouge, car ce lundi 18 novembre, c'était l'inauguration de la première maison des aînés de Portneuf. Ce bâtiment accueille présentement déjà plus d'une trentaine d'aînés. J'étais sur place lors de la conférence de presse. Voici mon reportage. La maison des aînés de Pont-Rouge est officiellement ouverte. Les âgés ont pu habiter les locaux de ce nouveau centre de soins longue durée pour aînés depuis le début du mois de novembre. La maison des aînés offre 4 maisonnées qui accueillent chacune jusqu'à 12 résidents. Actuellement, 3 des 4 maisonnées sont habitées. Voici les propos d'Olivier Perrault, gestionnaire responsable milieu de vie de la maison des aînés de Pont-Rouge, quant à la prise de possession des lieux. Oui, bien, on est à 2 semaines, jour pour jour, de notre déménagement là, qui a pris place le 4 novembre dernier. Donc, il y avait des moments d'adaptation, évidemment. Et oui, c'est apprécié d'avoir des lieux plus communs, mais surtout moins achalandés, là, contrairement à ce qu'on retrouvait là, à l'hôpital régional de Portneuf, où on avait simplement une salle à manger là, pour nos différentes activités. Une maison des aînés est disposée bien différemment des CHSLD, que nous connaissons tous. Dans ces établissements, tout est pensé afin d'offrir aux résidents du confort, en éloignant l'aspect médical le plus efficacement possible. Grande aire commune, pas de routine pour le réveil, les résidents se sentent comme à l'hôtel. M. Perrault nous a présenté certains aspects de l'établissement. Par contre, là, on peut remarquer que les aires de vie sont assez vastes, puis on a une salle à manger habituellement lorsqu'on n'est pas en conférence de presse. Chaque maisonnée est munie de cuisine avec des tables chaudes dissimulées directement dans le comptoir. Donc, ce qui nous permet d'effectuer une activité repas là, qui représente davantage comme ce qu'on retrouve à la maison qu'en milieu le plus institutionnel. Donc, c'est des repas qui sont servis plat par plat le matin, le midi et le soir. Les aspects médicaux sont les plus dissimulés possibles. Le voici à nouveau. De la maisonnée, puis on a les aires de vie communes qui sont à l'intérieur de celle-ci. Lorsque je vous disais tout à l'heure que tout ce qui est clinique ou médical est dissimulé, bien, on le retrouve là, on a un bon exemple ici avec les alcôves. Donc, on pourrait retrouver là, dans une maisonnée qui est habitée tout ce qu'on a besoin comme matériel médical, comme par exemple les serviettes, des lingettes, les protections. Puis aussi, on retrouve là, la photo d'un résident avec son nom. Lorsqu'on parle aussi là, de dissimuler les différentes particularités cliniques, là, bien, on retrouve là, dans
un milieu de vie régulier là, dans un hôpital, par exemple, lequel on était à l'hôpital régional de Portneuf. On avait des chariots, on avait des racks pour le linge souillé ou la literie souillée. Bien là, on le retrouve dans un dépôt souillé qui est au début d'une maisonnée ou à la fin d'une maisonnée. Donc, on a dissimulé là, tous ces aspects-là plus médicaux et techniques là, à l'extérieur des aires de vie. De passage lors de la conférence de presse, la ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger, expliquait l'importance d'un tel endroit dans la région de Portneuf. Très, très important. Vous savez, avec les maisons des aînés, les maisons alternatives, on est en train vraiment de changer le modèle d'hébergement au Québec. Les lieux physiques, naturellement, sont extraordinaires. Des chambres individuelles, des salles de toilettes dans chacune, des chambres, des cuisines, salons, salles familiales, des endroits pour accueillir les proches aidants. Une cour intérieure magnifique. Alors, c'est vraiment extraordinaire en termes de lieux physiques. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment toute l'approche qui est faite ici par les préposés, les employés. C'est une approche qui est vraiment basée sur les besoins de la personne. Tout à l'heure, lors de la conférence de presse, vous disiez justement être en train de refaçonner le monde de l'hébergement pour les aînés au Québec. Est-ce que ça va bien dans ce plan-là? Ça va très bien. Actuellement, nous avons 33 maisons des aînés qui sont inaugurées et d'ici la fin de l'année, j'en aurai 38. Alors, on voit là, vraiment que ça avance très bien au niveau des constructions. Et puis, on y va graduellement. Par la suite, lorsque les maisons sont construites, on y va en fonction de la main-d'œuvre disponible. Mais je veux saluer ici tous les efforts qui sont faits dans la région de Portneuf. Située à Pont-Rouge, la Maison des aînés est bien placée dans le cœur de la région de Portneuf, selon le député Vincent Caron. Le choix de l'implantation ici a été fait en fonction d'un travail minutieux de la part des personnes qui travaillaient au CIUS pour s'assurer de justement positionner cette première maison des aînés. On espère qu'il y en aura d'autres dans Portneuf, mais la positionner idéalement pour pouvoir répondre au mieux à l'ensemble de la population. Et elle est en effet idéalement située. Mario était là la semaine dernière pour accueillir les gens, mais il pourra revenir n'importe quand ici, puisqu'elle est vraiment aux côtés de l'hôtel de ville, au centre du noyau villageois. Vraiment, c'est une façon de voir les choses qui est un peu différente aussi, de permettre à nos aînés de pouvoir sortir, d'aller prendre l'air un petit peu et d'aller se promener dans le centre-ville. Nombreux sont les résidents qui ont assisté à la conférence de presse. L'un d'entre eux, Simon Girard, a discuté avec CJSR, également avec la ministre Bélanger. Est-ce que vous êtes bien? Je suis assez content quand j'ai venu à bout d'avoir mon nom pour de bon. Là. Comme ici? Parce que ça n'a pas rentré dans le chèque. Là. Fait que là, vous êtes content et tout ça? Oui, ah oui. Puis là, votre chambre, elle est où? Elle est ici? Regardez. C'est ici votre chambre? Est-ce que je peux... Excusez, je passe à la Monsieur Gérard. On s'accoutume, nous autres aussi, à ça. Là, une maison, le matin, il a commencé à manger un petit peu plus tard. Je pensais qu'il fallait que, comme avant, quand je travaillais, me lever à 5h30 puis, du matin, puis bon. On me lève là, j'ai commencé à me lever juste à 6h30, 7h, puis ça fait pareil. Maintenant, mes toasts sont pas faits depuis 5h le matin. Là. Ça, c'est ça, mais moi, j'étais assez content quand j'ai eu ma place, mais j'ai eu ma place à Saint-Ramon avant, là. Quand même ma place à Saint-Ramon, que je savais que j'étais bon pour déménager ici. Là. La Maison des aînés de Pont-Rouge est la 3e de la capitale nationale et la première de Portneuf. Le coût de construction de la Maison des aînés s'élevait, on se rappelle, à environ 30 millions de dollars. C'était Danick Julien pour CJSR. Toujours à Pont-Rouge, l'administration de la ville a interdit le droit à l'association de hockey mineur de Pont-Rouge d'organiser des tournois de hockey au centre de loisirs Jouet Juno. Pour parler de la situation, j'ai discuté avec Mario Dupont, le maire, un peu plus tôt cette semaine. Voici l'entrevue. En fait, on va faire une brève historique. Premièrement, on a eu des plaintes au niveau des citoyens, autant de Donnacona Pont-Rouge, que ça a commencé par une histoire de gelée. Des gelées qui étaient payés, qui n'avaient plus d'argent, puis que là, il n'y avait plus de chandail, puis ainsi de suite. Puis là, il y avait des petites affaires d'autres qui ont sorti. Puis ils nous ont demandé, ils nous ont interpellé que les villes qu'on intervienne.
faut comprendre que les villes, on a délégué notre pouvoir au niveau du hockey, autrement dit, pour qu'ils puissent s'occuper des jeunes. À partir de là, c'est l'organisme qui voit à faire tout ce qu'il y en est, mais ils doivent quand même respecter des règles au niveau de gouvernance, transparence. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Puis pour nous, au niveau des villes, on se doit de s'assurer que tous nos partenaires respectent ces règles-là. Si advenant qu'ils ne respectent pas, bien, on coupe les liens en ce moment-là. Ce qui est arrivé pour le hockey mineur Diablos Pont-Rouge de Donnacana, en fait, le tournoi a été organisé par l'Association du hockey mineur de Pont-Rouge. Oui. Et les structures, pour les gens qui puissent bien comprendre, en fait, au départ, on avait Pont-Rouge et Donnacana, on avait chacune association d'équipe chacune association du hockey mineur, Donnacana et Pont-Rouge. On a décidé de former une équipe, autrement dit, qui était conjointe, autrement dit. Donc, on a fait une fusion, d'où est né les Diablos. La structure en dessous, qu'on parle des deux associations, ont resté là en permanence. Et là, c'est là où ce qui amène un petit peu où ce que les gens se questionnent. Bien, c'est qui fait quoi, puis ainsi de suite. En fait, les Diablos avaient donné le mandat à l'Association du hockey pour qu'ils organisent leur tournoi. On a à Donnacana aussi, c'est l'Association du hockey mineur, que c'est eux autres aussi qui organisent des tournois à Donnacana. Quand il y a eu les choses que les gens nous ont demandé d'intervenir, bien, on a fait affaire avec une firme externe pour faire la vérification, auditer les livres des Diablos pour s'assurer est-ce que la gouvernance est correcte, est-ce qu'il y a une transparence, puis à partir de là, quelles sont les solutions qui doivent être apportées. Ils ont commencé à auditer les livres. Ils ont demandé les documents aussi de l'Association du hockey mineur de Donnacana pour s'assurer que tous les chiffres qu'il peut y avoir des transactions entre l'équipe des Diablos et l'association étaient conformes. Ils n'ont pas constaté vraiment d'irrégularité au niveau du hockey mineur de Donnacana. Ils ont participé. Où ce que le bas blesse, c'est que le vérificateur n'était pas capable de vérifier maintenant pour celui de Pont-Rouge au niveau de l'Association du hockey mineur de Pont-Rouge parce qu'ils n'ont pas voulu collaborer. À partir de là, beaucoup de transactions qu'il y avait entre les Diablos et le hockey mineur de Donnacana, le hockey mineur de Pont-Rouge, excusez, qui fait en sorte que le vérificateur est obligé d'arrêter. Il y a une norme qu'eux autres doivent respecter, une norme comptable, pour arriver à des conclusions. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas correct? Est-ce qu'il y a eu un problème de gouvernance? Et suite, on voit qu'il y a des problèmes de gouvernance. Et de toute façon, dès le mois d'août, quand le problème a popé, les deux maires, le maire de Donnacana et le maire de Pont-Rouge, on a demandé à ce que nos DG aillent rencontrer l'équipe, aller voir qu'est-ce qu'il y en est, puis à partir de là, voir à établir une stratégie, autrement dit, pour remettre ça sur rail. Ils ont adopté une gouvernance qui devait être faite au niveau des Diablos, la façon de faire pour restructurer l'organisme. Et ça a été adopté par le CA et pas mis en application. Du moment que nous, on est revenu dans le dossier, le vérificateur général, c'est-à-dire qui a été mandaté pour vérifier, lui nous dit, écoutez, moi j'ai un flag là, présentement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne suis pas capable d'avoir les chiffres de l'Association du hockey mineur de Pont-Rouge. Puis tant que je n'ai pas ces chiffres-là, je ne suis pas capable de finir vos papiers pour savoir est-ce que vraiment il y a un problème ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit porter une plainte ou quoi que ce soit. On ne peut pas rien présumer parce que, vous comprendrez, on n'a pas de chiffres. À partir de là, au mois de novembre, bien, je suis rentré dans le dossier avec Jean-Claude et moi, j'ai intervenu au niveau du hockey mineur, l'Association du hockey mineur Pont-Rouge. J'ai parlé au président, qui est René Pouliot. Puis j'ai dit à René, la ville de Pont-Rouge, on était mercredi, j'ai dit, on te donne jusqu'à vendredi, le 12 novembre, pour nous remettre tes documents. Sinon, on va arrêter le tournoi. Puis ça, il était au courant depuis le mois d'août, fin août, qu'il savait comme quoi que si advenant qu'il ne répondait pas, on coupait tout au niveau des liens. Moi, je lui ai répété, j'ai dit là, je dois juste te dire, c'est pas juste couper les liens. Le tournoi que vous organisez, on va vous l'annuler parce que vous n'êtes plus reconnu. En n'étant pas reconnu, on n'a pas à vous passer les infrastructures qui viennent avec votre tournoi, ça nous appartient. Et nous, bien, tu dois démontrer la transparence.
On me répond comme quoi que c'était privé, puis qu'on n'avait pas d'affaire à avoir les chiffres, mais un OBNL, ce n'est pas privé. Fait que, puis l'autre chose, au niveau de la ville de Pont-Rouge, excusez, au niveau de la ville de Pont-Rouge, on a, au niveau de tous les organismes, une politique de reconnaissance. Dans cette politique-là, on doit avoir des états financiers, ils doivent démontrer comme quoi il y a une transparence, ils doivent démontrer aussi au niveau de la gouvernance, ils ont plusieurs points qu'ils doivent respecter pour avoir le privilège d'être reconnus comme organisme. Reconnu au niveau de la ville de Pont-Rouge. Dans ce cas-ci, ils ne voulaient pas participer, puis il n'avait pas question non plus d'avoir ces chiffres-là. Ils nous ont même amené un document qui était fait par un avocat pour dire comme quoi qu'on n'avait pas d'affaire à avoir ces chiffres-là. On n'était pas membre, donc on n'avait pas le droit. Sauf que nous, c'est une exigence. Donc, c'est pour ça que vous avez décidé, justement, d'interdire les tournois là, à votre centre de hockey Joe Juno, c'est ça? Exactement. C'est exactement pour ça qu'on a décidé d'interdire, compte tenu que c'est un organisme qui n'était plus reconnu au niveau de la ville de Pont-Rouge, qui ne veulent pas participer. À partir de là, oui, on les a bloqués. Et là, tout ce qui eux autres touchait, on bloque. C'est ce qu'on a fait. Vous comprendrez, ça a fait une petite polémique, puis c'est normal. On parle d'un tournoi de hockey pour les jeunes. Les jeunes avaient besoin. Il y en a plusieurs qui viennent de l'extérieur. Les parents doivent avoir réagi également. Là. Oui, les parents ont réagi, mais étonnamment, beaucoup de courriels et de gens qu'on a en communication qui nous disaient « enfin, il fallait quelque chose qui se passe ». C'est pas gai que le politique est obligé de rentrer pour faire quelque chose, mais quand on n'a pas le choix, à un moment donné, on ne peut pas participer et dire « ben écoute, moi, je ferme les yeux, puis je me bouche les oreilles, puis on ne dit rien, puis il n'y a pas de problème ». C'est pas vrai, parce que moi aussi, je peux avoir une sanction pour ça, pour dire que je ne fais pas une bonne gouvernance. La même chose au niveau de Jean-Claude Léveillé, au niveau de Donnacana. Fait que nous aussi, on est tenus à maintenir une transparence et une bonne gouvernance. Fait que ça nous touche, nous aussi, mais tous nos partenaires. Fait que à partir de là, ben, on a avisé comme quoi qu'il n'y avait plus de tournoi. Les Diablos, eux autres, ils nous avaient dit, écoute, on veut tout faire pour garder le tournoi. Je leur disais, oui, c'est intéressant que vous voulez garder le tournoi, j'ai aucun problème avec ça. Assurez-vous au moins que les sommes d'argent viennent avec ça. Sinon, si vous n'avez pas les sommes d'argent, ça va vous coûter des sous. Est-ce que l'organisme est capable de le faire? Puis en plus, si advenant qu'il y a des gens qui décident de ne pas revenir, bien, s'ils intentent une poursuite, bien, ça va être un petit peu dur. Si advenant tu fais le tournoi, puis le tournoi il était annulé, puis toute la partie légale, il y avait quand même un problème là-dessus. Ça s'est débouché jeudi soir de la semaine dernière avec les Diablos. Et les Diablos ont réussi à s'entendre avec l'Association du hockey mineur de Pont-Rouge pour avoir les droits du tournoi, premièrement, et avoir toutes les sommes d'argent qui étaient rattachées. Les sommes d'argent, on parle pour ceux qui ont payé pour le tournoi, et en même temps, on parle aussi des sommes d'argent qui est aussi au niveau des publicités qui a été faites. Donc, les Diablos, eux, c'est un organisme qui est reconnu avec Pont-Rouge, à l'inverse de Hockey mineur Pont-Rouge qui ne l'est plus, c'est ça? Les Diablos sont reconnus, effectivement, mais l'Association du hockey mineur de Pont-Rouge n'est plus reconnue, effectivement. Et à ce moment-là, comme les Diablos reprennent le flambeau des tournois, qu'est-ce qui va arriver avec Hockey mineur Pont-Rouge? Est-ce qu'on sait un peu où est-ce que ça s'en va, ce dossier-là? Le dossier avec l'association, oui. Tu me parles? En fait, nous, tout continue présentement au niveau de l'enquête. On est en train d'enquêter et on est en train de mesurer pour déposer aussi en ce moment-là. S'il y a matière à déposer, on va déposer au niveau de la Sûreté du Québec. Alors, M. Dupont, pour la gouvernance des Diablos, on en est où actuellement? La gouvernance des Diablos, en fait, quand on a eu la rencontre avec le président des Diablos, c'était un problème qu'il y avait au niveau des personnes qui étaient en place. Et on a fait une demande. Vous comprendrez, au niveau avant d'arriver à la conclusion de qu'est-ce qu'on a demandé, les personnes qui sont imputables, il y a 3 personnes qui sont imputables au niveau d'un organisme. Vous avez le président, vice-président et trésorier ou trésorière. Dans le cas présent, la trésorière, c'est pas elle qui était le problème parce qu'elle était déjà impliquée pour pouvoir amener les Diablos sur les rails. Mais le vice-président et le président, eux, compte tenu qu'ils n'ont pas fait en sorte pour que ça amène une bonne gouvernance, c'est pour ça qu'on a exigé leur démission au niveau des villes. Et ils nous ont posé la question pourquoi on exigeait eux autres au lieu de tout l'ensemble. C'est qu'au niveau du registraire des entreprises, il y a 3 personnes qui sont imputables, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit le président, vice-président
et le trésorier. Le restant, ça ne touche pas les autres, mais c'est les 3 personnes qui sont imputables. Donc, si advenant qu'il y a un problème de gouvernance, c'est eux, il faut qu'ils voient à s'assurer que la gouvernance, elle est correcte, et il y avait une faille. C'est pour ça qu'on a décidé de leur demander la démission de leur poste. Et là, je dois vous dire que présentement, il reste 4 personnes sur 9, et ils sont partis sur une belle lancée. Ils vont faire une rencontre le 12 décembre pour faire un nouvel RGA. Et je peux vous dire qu'ils ont du pain sur la planche, mais ils veulent, puis ils sont vraiment partis sur une belle lancée. Pour nous, on est prêts à participer avec eux aussi. Ils savent qu'on est derrière eux. Si advenant qu'ils ont besoin d'être soutenus, on va être là pour les soutenir en ce moment-là. Autant la ville de Pont-Rouge que la ville de Donnacona. Alors, le hockey qui va pouvoir poursuivre pour les familles et les jeunes qui veulent faire leur tournoi dans votre centre de hockey Jouy-Genoux avec l'organisation des Diablos. Alors, on poursuit dans le bulletin d'information maintenant avec la Fondation Santé Portneuf qui a inauguré la semaine dernière sa nouvelle machine de tomosynthèse mammographie 3D à l'hôpital régional de Saint-Raymond. Cette action s'inscrit dans la volonté de la Fondation à garder les services ici à Portneuf. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec le directeur général, M. Mathieu Plante. Il nous rejoint en studio, M. Mathieu Plante, le directeur général de la Fondation Santé Portneuf. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Merci d'être avec nous en studio pour parler de plusieurs choses, dont la tomosynthèse, mammographie 3D. On va en parler un peu plus tard dans l'entrevue. Oui. Mathieu, depuis le 4 novembre, vous êtes le nouveau directeur général de la Fondation Santé Portneuf. Effectivement. Donc, pouvez-vous, à nos téléspectateurs, un peu présenter votre parcours? Oui, bien en fait, moi, je viens d'un passage de 5 ans à la Fondation du CHU de Québec. Donc, j'ai travaillé pour les 5 hôpitaux, les 5 grands hôpitaux à Québec, au niveau de la collecte de fonds, la relation, développer des projets pour améliorer la qualité des soins et tout ça. Puis, mon passage avant, j'ai été conseiller financier. Donc, tout ce qui est fiscalité du don, etc., c'est pour ça que la Fondation du CHU était venue me chercher à l'époque. Puis, étant résident de Pont-Rouge, donc étant dans la région, j'ai été approché là, pour un mandat de direction générale au niveau de la Fondation Santé Portneuf. Puis, il y a tellement de besoins et de beaux défis à relever dans les prochains mois, les prochaines années, que j'ai décidé de faire le saut. Et parlons-en de ces besoins, de ces défis. Quels sont-ils pour la Fondation Santé Portneuf? Bien, on ne se le cachera pas. Il y a des défis de santé qui s'en viennent. Il y a des incertitudes aussi avec l'arrivée de Santé Québec, l'accessibilité des soins et tout ça. Puis je pense que la région de Portneuf a besoin d'avoir une fondation forte qui va lui permettre d'avoir accès aux soins dans la région, de ne pas être toujours tributaire d'un déplacement vers Québec, des délais d'attente qui peuvent être longs aussi d'aller à Québec et tout ça. Donc, s'assurer que à la fois notre hôpital régional, à la fois notre urgence à Saint-Marc-des-Carrières, nos CHSLD, nos CLSC puissent offrir un service de qualité avec des équipements de pointe, des employés qui sont dédiés, tout ça, puis pouvoir aider avec des trajectoires de soins qui sont bons pour tout le monde. Là. Donc, dans le niveau de la santé, une fondation santé comme celle que vous représentez, quelle est sa mission? Là? Vous l'avez un peu dit, pour Portneuf, c'est qu'on veut garder les services ici dans la région, mais concrètement, c'est quoi les actions qui peuvent être faites par une fondation santé Portneuf pour aider le monde de la santé de la région? En fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on est là pour le petit plus. La valeur ajoutée, la nouvelle technologie. Donc, tout le monde paye des impôts sur leur salaire. Ça entretient le système de santé. Ça paye les salaires des employés qui sont sur place et tout ça. Mais lorsque la technologie avance, où il y a des nouveaux protocoles de soins, où on veut développer un nouveau programme de soins à ce niveau-là, bien, tout ce développement-là, il n'y a pas tant de budget au niveau du ministère de la Santé puis de la structure actuelle. Donc, c'est là que les fondations, comme la Fondation Santé Portneuf, amènent une plus-value pour aider à implanter des nouvelles techniques, pour attirer de nouveaux médecins, pour implanter de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie qui vont bénéficier à toute la communauté de Portneuf, là, finalement. Et justement, on arrive à l'annonce qui a été faite la semaine passée par la Fondation Santé Portneuf, l'inauguration officielle de la tomosynthèse, mammographie 3D. Pouvez-vous nous parler de ça? C'est actif depuis avril, là, je crois. Oui, effectivement. Donc, l'appareil est en fonction depuis le mois d'avril dernier. C'est une technologie qui est plus précise. Donc, il y avait déjà de la mammographie 2D à l'hôpital régional de Portneuf. C'était une technologie qui était
adéquate. On est allé chercher la nouvelle technologie pour permettre d'être plus précis, en fait, de détecter 40% plus de cancer du sein avec une précision importante au niveau de l'imagerie, de réduire aussi le taux de rappel, donc d'être obligé de retourner faire une mammographie. On réduit le taux de 20% par rapport à ça. Ça a permis d'augmenter à 3300 mammographies dans la région, donc pas être obligé de se déplacer à Québec. Puis depuis avril, c'est plus de 1000 imageries là, de mammographie 3D par tomosynthèse qui ont été réalisées ici à l'hôpital régional. Là. Donc vous, pour avoir cet équipement-là, j'imagine que c'est un soutien financier que vous avez apporté pour l'achat de l'équipement. Comment ça fonctionne? Bien, effectivement, on a la chance d'avoir des donateurs qui sont extrêmement généreux. Puis dans le cas précis ici, c'est notre partenaire Promutuel qui nous a aidés avec un don exceptionnel de 76 000 $ pour nous permettre d'ajouter cette technologie-là à l'appareil existant pour avoir le 3D, le tomosynthèse. Donc, Promutuel qui est un partenaire de choix là, pour la Fondation Santé Portneuf, puis qui nous a permis d'acquérir cet appareil-là le plus rapidement possible pour que ça soit utilisé pour les patients là, ici dans Portneuf. Et le personnel qui est en place, pour le CIUS, les gens qui vont opérer la mammographie 3D. Est-ce qu'il y a eu justement par le CIUS une formation qui a été donnée pour l'opération de cette machine-là? Bien, effectivement, c'est une technologie qui est plus poussée. Donc l'imagerie, tout le département d'imagerie médicale à l'hôpital et tout ça connaissait déjà la technologie, mais ont besoin d'avoir une formation. Puis c'est très stimulant aussi pour ces employés-là de rester travailler dans Portneuf avec une technologie comme ça. Donc oui, tout le monde en sort gagnant finalement. Donc ça nous permet de garder des médecins, garder des professionnels de la santé ici dans notre région, puis d'être capable d'utiliser des appareils qui sont à la fine pointe. Là. Et éviter les déplacements pour les bénéficiaires de ce service-là. Oui. Parce que parfois, le transport pour Québec, pour n'importe quel soin de santé, ça peut ajouter un stress supplémentaire là, qui n'est pas nécessaire. Là, non, c'est ça, dans un contexte où on est en dépistage, donc on est dans l'incertitude et tout ça. Les conditions météorologiques aussi qui peuvent être stressantes. On s'en va, le stationnement est où? C'est où mon examen? Comment ça va se passer? On enlève plein de stress comme ça au niveau de l'environnement de soins. On va quelque part qui est plus connu, qu'on connaît mieux la région et tout ça. Donc, c'est plus facilitant pour tout le monde. Puis, il ne faut pas oublier que ça libère des places aussi à Québec, dans les autres centres, pour en faire plus. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et j'aimerais qu'on parle en terminant, pour le futur de la Fondation Santé Portneuf, vous êtes en poste depuis le début du mois. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui s'affichent dans votre calendrier là, pour les prochaines annonces ou les prochains développements qui vont toucher la Fondation. Oui, ça va être vraiment une année 2025 qui va être dynamique, où on va se positionner comme faut, comme une fondation extrêmement importante pour la santé des gens de Portneuf. On va avoir des nouvelles initiatives aussi. Là, je peux peut-être donner quelques petits scopes. On va avoir une loterie fondation qui va être lancée au début de l'année. On va avoir le retour du Grand Bal qui a sauté une année, qui a eu en 2023. On va avoir un Grand Bal qui est renouvelé aussi au mois de juin prochain. Puis plein d'autres idées qui cogitent par rapport à ça, parce que des projets, des choses à financer, on en a plein. On a beaucoup de demandes qui rentrent au niveau du terrain. On voit des choses qu'on voudrait mettre en place. Puis pour ça, on ne peut pas le faire sans les généreux donateurs, que ce soit autant l'individu à la maison ou les compagnies de la région qui peuvent faire une différence significative pour ça. Puis c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de petits gestes, de petits dons. Puis je tiens aussi à souligner qu'on a besoin de bénévoles aussi, pour tout mettre ça en branle, en articulation. Donc, des fois, il y a des gens qui disent, je fais mon geste en argent, mais est-ce que je pourrais en faire plus? N'hésitez pas à communiquer avec nous là, si vous avez du temps. Nous, avoir une banque de bénévoles, c'est sûr que ça nous aide dans différents dossiers. Donc, ça va être une belle année où on va sûrement se reparler à ce niveau-là avec tout ce qui s'en vient. Alors, on va être à l'affût des prochaines activités qu'organisera la Fondation Santé Portneuf. Monsieur Plante, directeur général, merci pour ce premier passage en studio. Merci beaucoup. Merci. Au retour, on discute avec Patrick Bouillet, le maire de Deschambault-Grondines, car sa municipalité fait maintenant partie du réseau Municipalité Amis des enfants. Hey Max! Hey Nam! Yeah! C'est super. Alors, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est maintenant commencée? Oui! Alors, on vous attend les lundis soirs du 30 septembre au 9 décembre prochain. Cependant, on va prendre une petite pause le 14 octobre pour l'Action de grâce ou la chasse. C'est selon! Donc, on vous attend en grand nombre au
au cinéma Alouette à 19h et ce, gratuitement! Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Lépris, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Blouin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. Alors, on en parle de la certification municipale Amis des enfants attribuée par Espace Muni qui a donc été donnée à la municipalité de Deschambault-Grondines. Le maire Patrick Bouillet était avec nous et a accueilli la nouvelle avec fierté. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. Nous sommes maintenant avec M. Patrick Bouillet, maire de Deschambault-Grondines. Bonjour, M. Bouillet. Bonjour, Danick. Vous allez bien? Ben oui, ça fait plaisir d'être ici. Merci d'être là. Bon, vendredi passé, vous avez eu l'accréditation municipalité Amis des enfants, quelque chose qui était un dossier de longue haleine pour Deschambault-Grondines. Pouvez-vous nous parler de ça? Oui, effectivement, on était très fiers d'enfin être accrédité municipalité Amis des enfants. Je te cacherai pas qu'en tant que conseiller à l'époque, quand je suis rentré en 2009, c'est un dossier qui me tenait particulièrement à cœur, ayant travaillé activement sur l'adoption de notre première politique de la famille et des aînés en 2011, qui était un projet, je dois le dire, là, la politique de du maire Gaston Arcan, qui est décédé, on le sait, là, cet été, là, au mois d'août, c'est très récent. Alors, Gaston nous avait doté de cette politique. J'avais travaillé là-dessus avec tout un comité de bénévoles, avec des ressources de la municipalité. Puis dès 2011, je connaissais la reconnaissance municipalité Amis des enfants. Ça commençait au Québec. Puis je souhaitais qu'on soit accrédité parce qu'on avait déjà plusieurs projets qui s'inscrivaient dans cette mouvance-là là, d'environnement favorable au bien-être, à la sécurité des tout-petits. Donc, finalement, au fil des années, bon, pour différentes raisons, le dossier a été remis, le dossier a été placé sur une tablette, on est revenu à la charge. Alors, quand enfin, j'ai été élu maire il y a 3 ans, je me suis dit, regarde, là, cette fois-là, c'est la bonne. Il faut vraiment mener ce dossier-là à terme. Et puis, ma conseillère municipale, qui est une nouvelle venue au conseil, Marianne Lavallée, qui est responsable des dossiers famille et aînés pour nous, a pris ça sous son aile avec les ressources aux loisirs, avec notre équipe des loisirs. Puis on menait le dossier à terme. J'en suis vraiment très, très, très fier. Pour être une municipalité Amis des enfants, vous l'avez dit, ça prend une politique familiale, mais qu'est-ce que ça prend pour être capable d'avoir cette accréditation-là? Parce que c'est quand même demandant là, pour une municipalité. Oui, en fait, le cahier de candidature est quand même assez musclé hein, comme exercice. Là. Je te dirais qu'il ne faut pas que ce soit désincarné de l'action municipale. T'sais, on ne décide pas du jour au lendemain qu'on est une municipalité Amis des enfants et que là, tout d'un coup, on a des tout-petits à cœur. Il faut démontrer que dans le passé, on a des réalisations. Quelque chose qui atteste de notre volonté de vraiment mettre le bien-être des enfants à l'avant-scène. Dans le cas de la municipalité de Deschambault-Grondines, on avait cette historique-là, justement. Oui. On a été dans les tout premiers à créer des espaces de jeux libres pour les tout-petits, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, avec un parc, le parc des Petits Pas, dans le secteur de Deschambault, qui a même été primé, là, et pour lequel ce projet-là a fait école. C'était un projet expérimental d'espace de jeux 0-5 ans. Et on avait également un peu la même chose à l'intérieur avec ce qu'on appelle le mini-gym qui est dans le centre Jean-Antonio Côté, où on a un gym pour les adultes, puis au rez-de-chaussée, on a aménagé un gym pour les tout-petits, vraiment pour les 0-5 ans. Après ça, on a doté Grondines également d'un espace de jeu 0-5 ans qu'on a inauguré il n'y a pas tellement longtemps. Son nom, c'est le Parc des Petits Aventuriers.
Puis à ça s'ajoute toute une série d'activités de notre programmation de loisirs, que ce soit en collaboration avec la table de concertation 0,5 ans de la MRC, avec le CIUS, avec d'autres partenaires. Des activités faites expressément pour les tout-petits. Donc, il y a vraiment un historique. Alors ça prend ça. Tu commences avec ça. Puis la suite des choses, ben là, il faut que tu t'engages pour l'avenir. Oui, il faut faire autre chose. Là, oui, là, il faut que tu t'engages minimalement sur 3 actions, 3 projets qui vont un peu orienter ton action des 3 prochaines années. Puis là, on s'en va comme ça au bout de 3 ans avec un renouvellement, si on le désire. Là. Et dans le cas de la municipalité de Deschambault-Gondine, les 3 projets sont assez variés. Ce qu'on souhaite faire, d'abord et avant tout, c'est de mettre en place le programme « Dans ma rue, on joue », qui est, dans le fond, tout un programme de jeux libres dans les quartiers résidentiels. On a déjà commencé. Ça se traduit par quoi? Par une réglementation appropriée et aussi par du lignage de rue avec des jeux là, faits au sol. Là. Alors ça, on avait déjà commencé. On va le poursuivre. L'autre projet qu'on a également, pas seulement pour les tout-petits, mais pour les jeunes en général, c'est les ados. On sait que les adolescents sont, je ne veux pas dire que c'est une clientèle difficile, mais elle est difficile à rejoindre. Alors, on va essayer justement de créer des activités de loisirs et de participation citoyenne qui vont mettre à contribution nos ados. Ça, c'est vraiment le deuxième axe, la deuxième ligne directrice de notre plan. Et la 3e action, 3e objectif, c'est vraiment, comment je pourrais dire, de travailler à la sécurité des enfants. Donc, essayer de voir que les enfants, de les sensibiliser aux situations ou de mesures d'urgence où la sécurité est en jeu et qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement assurer la sécurité, leur propre sécurité, puis également tous les partenaires, tous les intervenants de la municipalité à ce sujet-là. Donc, la sécurité pour les enfants, les ados et dans ma rue on joue, c'est vraiment les 3 axes de notre plan d'action. Donc là, on voit qu'être membre de municipalité Amis des enfants, ça demande beaucoup de choses à une municipalité, autant au début qu'après avoir l'accréditation. Mais par contre, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça apporte pour Deschambault-Gondine de faire partie, en fait, d'avoir cette accréditation-là? Ben, 2 choses. Évidemment, le plus grand bénéfice, c'est pour nos jeunes citoyens et citoyennes. C'est ça, le premier avantage, c'est ça, parce qu'on va mettre à l'avant-scène, justement, les tout-petits, les jeunes, les enfants, enfin, tous les moins de 18 ans. Quand une municipalité adhère à la municipalité Amis des enfants, en passant, le programme existe depuis 15 ans là, au Québec, on adhère également à la Charte des droits des enfants de l'UNICEF. Donc, on s'engage à faire la promotion des droits des enfants. Donc, pour les tout-petits, pour les enfants, pour les jeunes, ce que ça veut dire, c'est que la municipalité va vraiment prendre sous son aile la promotion des droits des jeunes, des enfants. Ça, c'est une chose. Donc, c'est bon pour eux. Pour la municipalité, qu'est-ce que ça nous apporte? Bien, le fait d'être municipalité Amis des enfants, on a accès à tout un panier de services, d'outils qui est offert par Espace Muni. Espace Muni, qui, dans le fond, est l'ancien Carrefour Action Municipale Famille, qui gère maintenant ce programme-là. Alors, Espace Muni offre différents soutiens, services aux municipalités qui sont membres du réseau Municipalité Amis des enfants. Un réseau, je pense qu'on est à peu près quelque chose comme... On n'est pas 100, là, au-dessus de 90 là, au Québec à l'heure actuelle. Et vous faites partie des 8 municipalités qui ont soit obtenu ou renouvelé leur certification cette année. Ça s'est passé directement chez vous, là, à Deschambault-Gondine, le vendredi. Ah oui, en fait, c'est un concours de circonstances. On n'avait pas eu la nouvelle à l'effet qu'on était accrédité ou non, et Espace Muni nous avait approchés pour tenir l'événement national, la rencontre nationale des municipalités Amis des enfants chez nous. Et puis, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que Espace Muni, à l'époque, Carrefour Action Municipale Famille, il était déjà venu chez nous pour organiser une rencontre régionale, une rencontre thématique, une rencontre régionale sur les saines habitudes de vie. Alors, il connaissait le milieu, il avait trouvé intéressant la structure en place, les infrastructures en place, et justement l'accueil qu'on leur avait donné. Puis, ils ont dit, bon, on retournerait chez vous. Alors, ça s'est fait chez nous. Puis en même temps, on apprend qu'on est municipalité Amis des enfants. Alors vraiment. Puis en présence de la ministre Suzanne Roy, ministre de la Famille, était présente, justement parce que c'était les 15 ans d'Espace Muni. Et puis on avait la présidente d'Espace Muni, Mme Doreen Assad, qui est la mairesse de Brossard. Il y avait le préfet de la MRC de Portneuf était présent également, M. Godreau. Alors c'était vraiment un beau happening pour justement nous annoncer. Et ça en présence de nos amis de Sainte-Christine d'Auvergne, qui est l'autre municipalité, qui est municipalité Amis des enfants sur le territoire de la MRC. Donc c'était vraiment génial comme activité. Donc, sur les 18 municipalités de Portneuf, il y en a seulement 2 qui ont cette certification-là. Oui.
Effectivement, seulement 2 municipalités. Moi, j'étais présent l'an dernier au colloque national d'Espace Muni qui avait lieu à Brossard, justement, où la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne avait reçu son accréditation. Je pense que les gens de Sainte-Christine-d'Auvergne étaient vraiment heureux de ce résultat. Ils ont travaillé très fort, eux aussi. Vous irez voir, déjà, ils ont commencé à faire des projets pour les enfants. Ça paraît déjà dans les aménagements qu'ils ont fait au niveau de la municipalité. Auparavant, il y a déjà eu Saint-Léonard, qui a fait partie, a été la première municipalité à être accréditée municipalité à des enfants. Pour diverses raisons, l'accréditation n'a pas été renouvelée. En passant, on n'est pas obligé de renouveler l'accréditation. C'est un choix politique. Évidemment. Nous, dans notre cas, c'est sûr que l'objectif, ça va être de tout faire pour être capable de renouveler cette accréditation dans 3 ans avec de nouveaux projets, de nouvelles initiatives sur la table pour les enfants. Vous m'avez parlé tout à l'heure de votre conseillère, Marianne Lavallée, qui a travaillé fort. Vous nous parler peut-être un peu plus de son implication dans ce projet-là? En fait, Marianne, en tant que conseillère responsable des questions familiales et des aînés, ce qu'on appelle un RQFA, là, et en plus, étant sur différents comités à la municipalité. Quand elle est rentrée au conseil municipal, Marianne, elle avait une expérience au niveau communautaire, dans les loisirs. Elle était très active au niveau du comité des loisirs. C'est quelqu'un qui est très apprécié de la population, très proche des enfants, proche des aînés, proche des citoyens en général. Et elle a vu tout de suite, à un moment donné, l'impact que ça pourrait avoir pour le milieu d'avoir cette accréditation-là. Étant en charge de la politique de la famille et des aînés, qui en plus était son dossier pour le renouvellement de notre politique, parce que l'an dernier, je ne sais pas si tu te souviens, on a dans le fond dévoilé la 3e mouture, si on veut, de notre politique de la famille et des aînés. C'était le dossier, justement, de Marianne, qui a été travaillé avec notre comité de pilotage de la politique famille et aînés, qui est composé de bénévoles, d'employés municipaux, etc. Il y a eu des grandes consultations qui ont été faites sur le territoire. Alors, c'est sûr que c'est la meilleure personne pour connaître les besoins de la population, et en particulier des enfants et des tout-petits. Alors, Marianne, c'est sûr qu'elle était dans une position idéale pour être capable de développer l'accréditation municipalité Amis des enfants avec le concours, comme je le disais tantôt, de nos ressources au loisir. Je vais les mentionner, c'est Céline Castonguay et Jérémy Morin. Les deux ensemble ont travaillé très fort avec elle. Eux, dans le fond, étaient les exécutants. Marianne, avec eux, dirigeait les travaux. Elle ferait vraiment un travail exemplaire. Je tiens à lui rendre hommage parce que je pense que sans son implication, puis elle a tellement un bel enthousiasme à servir. C'est une recrue au conseil municipal en passant. Elle a un bel enthousiasme à servir que ça a contribué largement, je pense, au fait qu'on accouche de cette accréditation aujourd'hui. Patrick Bouillet, maire de Deschambault-Grondines, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour parler de municipalité Amis des enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à ce sujet-là? Ben écoute, mon petit discours éditorial, je suis quand même membre du conseil d'administration d'Espace Muni. J'encourage d'autres municipalités sur le territoire de la MRC à faire l'exercice. Ça vaut la peine pour nos enfants, pour nos plus jeunes des concitoyens, mais également pour l'ensemble de la municipalité. Je pense que c'est quelque chose dont on peut ressortir très fier et satisfait. Alors, je les invite à se lancer dans l'exercice. Ce sera agréable qu'on ait une autre ou 2 autres municipalités qui s'ajoutent dans 3 ans, si jamais, ou l'année prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Denis. Le début du mois de novembre a été bien actif au Moulin de la Chevrotière de Deschambault-Grondines. Une poignée d'artistes s'y sont installés pour la création d'un projet d'art vivant qui vise à traiter du lien d'amour qu'entretient l'humain avec la nature. Le projet Biophilia a été initié par Mme Geneviève Duhong, une artiste chorégraphe qui a habité dans les dernières années dans Port-Neuf. Selon elle, cette proposition d'art vivant témoigne de l'importance qu'a le vivant dans la vie des êtres humains. Voici un court extrait de la prestation qui a été présentée pour Biophilia la semaine dernière. À terme, le projet Biophilia se veut être un parcours disponible en août 2025 au Moulin de la Chevrotière qui proposera 3 scènes d'art, semblables à celles que vous venez de visionner, installées dans les divers écosystèmes du moulin. Ces propositions mélangeront musique, art visuel et chorégraphie.
Pendant 2 semaines, du 4 au 13 novembre, les 8 artistes associés au projet se sont réunis au Moulin de la Chevrotière pour créer leur scène. C'est le 13 novembre que se tenait d'ailleurs la sortie de résidence destinée à montrer au public ce qui a été fraîchement créé. Le projet de Geneviève Duong se veut être une porte d'entrée pour les consommateurs de produits culturels vers le monde de l'art vivant. C'est d'ailleurs pourquoi l'événement du 13 novembre est très accessible aux habitués du Moulin de la Chevrotière. Bien que l'aspect création du projet soit financé par le Conseil des arts et des lettres du Québec, l'aspect diffusion ne l'est pas au moment de la lecture de ce bulletin. 2 demandes de subventions déposées n'ont pas été acceptées. La date de diffusion souhaitée est le mois d'août 2025. Il y aura la possibilité de reporter la diffusion si le financement n'a pas été atteint. D'ici là, Geneviève Duong et son équipe se consacrent toujours à l'aspect création du projet Biophilia. Au retour de la pause, on parle d'un soutien financier qui a été remis à l'école de la Saumonnière de Donnacona. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. C'est dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie que des cyclistes d'Alcoa de Chambault ont parrainé l'école de la Saumonnière de Donnacona, en plus d'animer leurs olympiades d'été afin de promouvoir le sport et les saines habitudes de vie auprès des jeunes. De bons montants d'argent ont été amassés pour l'achat de matériel sportif et d'un rideau séparateur pour le gymnase. L'équipe d'Alcoa, le personnel de l'école et les élèves se sont rassemblés le 19 novembre pour partager les fruits de leurs aventures. Arthur Bordolo était sur place. Il a réalisé quelques entrevues. Voici ce qu'il a capté. Donc, salut, moi je m'appelle Clémence Laturas, je travaille chez Alcoa des Chambault depuis bientôt 2 ans. Donc, cette année, on a participé au Grand Défi Pierre Lavoie. On était une équipe de 5 cyclistes. On avait Martin Réaume, Steven Bouliane, Maude Grenier et Jean Barriot dans l'équipe. Le grand défi en soi, c'était 1000 km à parcourir à vélo en distance, de jour, de soir et de nuit. Le concept était nouveau cette année, en fait. C'était basé à l'Université Laval. On dormait tous dans des tentes sur place. On était très bien encadrés. Il y avait à peu près 1500 bénévoles là, sur le site pour nous aiguiller, nous accompagner, nous aider dans cette belle aventure. Puis, dans le fond, on avait la chance aussi là, de parrainer une école. On a parrainé l'école La Saumonnière à Donnacona. On a réussi à ramasser des fonds pour cette école-ci, un beau 9 395 $ qui permet pour eux d'acheter des équipements sportifs pour les élèves. En fait, notre implication auprès de l'école, ça a été d'organiser, d'aider les parents et les professeurs aux Olympiades d'été. Donc, on a accompagné les enfants là-dedans, à l'aide aussi de M. le directeur, M. Rochon. Ensuite de ça, c'est notre deuxième participation au Grand Défi en tant qu'entreprise. L'année prochaine, on a déjà une nouvelle équipe. On privilégie 5 nouveaux employés à chaque année qui ont la chance de pouvoir participer au Grand Défi. Donc, les 5 prochains cyclistes ont déjà été nommés et la prochaine école qui va être parrainée va être l'école La Grande Vallée de Saint-Raymond. Ce montant-là va servir pour 3 principales activités. Donc, premièrement, vous voyez qu'on a installé une belle toile séparatrice dans le milieu du gymnase. Elle est toute nouvelle. On va payer une partie de cette toile-là avec une partie du montant qui va nous être remis. On va aussi acheter du matériel sportif pour vos cours d'éducation physique quand vous venez au gymnase. Et finalement, ça va nous permettre aussi de payer. Des fois, on fait venir des compagnies qui viennent donner des activités en lien avec l'activité physique. Donc, on va payer une partie là, de ces activités-là avec le montant. C'est ça. Pour la deuxième année, cette année, Alcoa, Luminerie des Chambault avait une équipe pour faire le Grand Défi Pierre Lavoie. C'était un défi sportif, hein, parce que, comme votre directeur l'a dit, ils ont parcouru 1000 km.
de jour, de soir et même de nuit. Il a fait froid aussi. Il y a eu du beau temps. Il n'y a pas eu trop de pluie, mais il a fait très froid certaines nuits. Donc, c'était certainement un défi pour eux. Puis, ils ont dû s'entraîner plusieurs mois à l'avance. Mais c'était d'autant plus le fun, ce défi-là, parce qu'il fallait qu'ils parrainent une école, qui était la vôtre, pour contribuer à financer un projet en saine habitude de vie. Vous avez remarqué nos amis ici qui sont habillés avec leur veste orange. Moi, je ne l'ai pas fait, le grand défi Pierre Lavoie, mais eux, oui. Donc, il y avait Maude, il y avait Steven, Martin et Clémence, qui était la capitaine. Il manque notre ami Jean, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui était aussi partie de l'équipe, qui était 5. Salut tout le monde. Merci premièrement justement à tous les parents, professeurs et bénévoles qui ont participé à la Journée des Olympiades à laquelle on a participé avec vous en juin dernier. Donc, pour nous, ça a été vraiment un beau moment. On a permis justement de vous rencontrer, de vous connaître, puis voir un peu votre école pour savoir un peu c'était quoi votre projet que vous vouliez faire avec les sous qu'on allait ramasser pour vous. Nous, notre côté à l'usine, pendant ce temps-là, au mois de mai dernier, on a bougé, pendant que vous faisiez les cubes énergie, nous, on avait le défi 1000 minutes à réaliser, ce qui nous a permis justement de ramasser des sous pour contribuer à votre projet d'activité physique. Dans le fond, le grand défi Pierre Lavoie, c'est environ 230 équipes de vélo de 5 personnes. On a parcouru chacun 1000 km jour, soir et nuit. On a tous dormi dans des tentes là, sur le site de l'Université Laval. Chacun avait ses parcours à faire. Des fois, on était 2, des fois, on était tout seul. Donc, sans plus tarder, j'inviterai mes coéquipiers, les commanditaires, le professeur à venir remettre le chèque avec nous. Ce montant-là, c'est le montant qui a été vraiment amassé par l'implication de l'équipe école, de la direction qui a demandé à des commanditaires d'embarquer, les employés d'Alcoa. Nous aussi, on a fait le défi des 1000 minutes d'activité physique, comme ça a été fait à l'école avec l'équipe de directeurs, avec l'équipe d'école. Fait que quand on s'inscrivait au défi, on payait. Mais les sous revenaient à l'école. Donc, c'est ça qui était intéressant. Fait que c'est ça qui a fait qu'on a amassé le montant de 9 000 $. À cela s'ajoutait une implication financière d'Alcoa parce que s'inscrire au Grand Défi Pierre Lavoie, ça coûte des sous qui sont remis à la fondation du Grand Défi Pierre Lavoie, puis qui sont remis dans d'autres écoles de la région de Québec. Fait que c'est un montant aussi de 12 800 $ là, qui a été remis à cet effet-là en plus. Le Cerf-Volant le Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf offrira dès la mi-décembre une série de 3 conférences publiques triple P basées sur les pratiques parentales positives. Les conférences s'adressent aux parents d'enfants de 0 à 12 ans. Elles proposent aux parents des trucs simples et concrets pour les soutenir dans leur rôle au quotidien avec leurs enfants et ainsi augmenter leur plaisir d'être parents. Le thème abordé sont l'estime de soi chez l'enfant, la gestion des émotions et le principe de la parentalité positive. Bon, les conférences de presse qui s'adressent donc aux parents sont jeudi le 12 décembre, jeudi le 16 janvier et jeudi le 30 janvier. À chacune de ces conférences, c'est à 13h30 jusqu'à 15h. Et les rencontres se tiennent dans les locaux de l'organisme au 189 rue du Pont, local 171 à Pont-Rouge. Poursuivons donc dans le bulletin d'information Info CJSR avec les nouvelles. Il se trouve qu'il y a des nouvelles qui touchent plusieurs autres aspects et c'est du côté de la plage Germain de Fossambeau-sur-le-Lac. En fait, le gouvernement du Québec qui est interpellé pour garder l'espace de baignade ouvert à tous. Une pétition sur la préservation d'une plage publique autour du lac Saint-Joseph sera présentée au gouvernement du Québec le 28 novembre par le député Sol Zanetti. Depuis un changement de propriétaire en 2021, le site de cette plage est envisagé pour la création d'un imposant projet immobilier qui permettrait, on croit, d'offrir 226 logements. Donc, résidence, Jacques Quentin et Linda Hayes, que j'ai rejoints par téléphone, sont citoyens de Fossambeau-sur-le-Lac et demeurent catégoriques. Il est primordial de garder le site de l'ancienne plage Germain accessible pour tous. Ces 2 personnes sont bien impliquées dans le processus de la pétition. Une pétition qui, je tiens à vous le rappeler, est accessible en ligne avec le site web accèsbleu.ca. Ce qui est voulu, c'est justement de créer un parc national sur le site de la plage de Fossambeau-sur-le-Lac.
Un parc national un peu semblable à ce qu'on a pu voir dans les dernières années du niveau de Oka. On sait que le lac des Deux-Montagnes a son propre parc national pour desservir Montréal. Le lac Saint-Joseph pourrait être semblable à ça selon les personnes avec qui j'ai discuté au téléphone. Donc, les signataires de la pétition veulent que le site soit acquis par le gouvernement du Québec. Le site qui, je vous le rappelle, est une plage d'un demi-kilomètre et on ne veut pas qu'elle soit transformée en zone résidentielle ou encore en camping. Ce qui est souhaité, c'est que la plage soit rachetée et que la gestion soit effectuée par la CEPAC. La pétition est en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale, également sur le site web d'accèsbleu.ca, comme je vous le disais un peu plus tôt. Parlons maintenant d'une autre nouvelle qui touche cette fois la ville de Donnacona. Il faut dire que le mardi 12 novembre, pardon, pas le mardi 12 novembre, c'est le vendredi 8 novembre, la ville de Donnacona a célébré la 22e édition de sa soirée hommage aux bénévoles à la salle Luc Plamondon. Un total impressionnant de plus de 300 bénévoles se sont réunis pour marquer un moment de reconnaissance et de célébration de l'engagement communautaire. On voit d'ailleurs des photos qui ont été transmises par la ville de Donnacona, photo prise par M. Pascal Duchesne. Bon, pour l'occasion, le député Vincent Caron était sur place, Jean-Claude Léveillé également. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les organismes bénévoles. Donc, c'est les finalistes qui ont reçu les prix Donacœur. Et ces prix-là honorent les bénévoles et les projets les plus marquants de l'année 2023. Voici donc la liste des lauréats de la 22e édition des prix Donacœur. On a, et vous les avez vus défiler à l'écran il y a quelques secondes, pour le développement exceptionnel, c'était le comité d'embellissement et de l'environnement de Donnacona. Événement spécial, Accès Travail Portneuf pour ses multiples ateliers interculturels. Initiative citoyenne, Mme Marie-Hélène Gagnon et M. Simon-Denis Godin. Et finalement, là, d'autres personnes ont pu être honorées là, parce qu'il y a eu des anniversaires qui ont été célébrés pour certains organismes bénévoles. Bon, on parlait tout à l'heure du mardi 12 novembre. C'est à Saint-Casimir que ça se passe. Il y a eu le début de travaux pour la construction d'un immeuble à 6 logements sur la rue Fleury à Saint-Casimir. Le promoteur Zachary Dolbeck qui assurait que les logements de qualité sont conçus pour répondre aux attentes des futurs locataires et contribuant à combler une partie de la demande de logement de la municipalité. Fait intéressant, la dernière fois qu'un immeuble de 6 logements a été créé à Saint-Casimir, c'est en 1897, selon ce qui a été dit par les gens sur place, la mairesse Lise Baillargeon, qui, elle, a souligné que l'immeuble à logement va répondre à un besoin criant de logement à Saint-Casimir. Alors, on poursuit maintenant avec les affaires policières. Il y a eu justement beaucoup de choses qui ont été faites dernièrement par la Sûreté du Québec. Par contre, ce qui s'en vient, c'est le 27 novembre prochain. Il va y avoir beaucoup d'activités de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes. Ces opérations qui s'inscrivent dans les activités faites un peu partout au Québec pendant les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Durant ces opérations, les policiers et policières de la Sûreté du Québec et donc du Centre de services de Pont-Rouge, accompagnés de partenaires, vont se rendre à la rencontre des citoyens et citoyennes, vont distribuer des dépliants de SOS Violence conjugale et de plusieurs autres organismes communautaires. Et si on parle de sécurité routière, une vingtaine de collisions sont survenues durant les dernières semaines. Et d'ailleurs, dans les MRC du Centre du service de Pont-Rouge, une collision assez importante impliquant 5 véhicules, donc 11 personnes au total, a eu lieu sur la route de la Jacques-Cartier à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, et ça, c'est le dimanche 17 novembre. Il y a eu beaucoup de blessures, résultant donc des blessures graves pour une femme et des blessures mineures pour une deuxième personne.
Heureusement, les 9 autres personnes impliquées se sont tirées sans blessure apparente. Avec l'arrivée imminente de l'hiver et des temps plus froids, la Sûreté du Québec veut rappeler l'importance d'adapter sa conduite. Depuis à compter du 1er décembre, on se le rappelle, la pose de pneus d'hiver sera obligatoire partout au Québec. Voilà donc ce qui conclut le bulletin d'information. Mon nom est Danick Julien. Je tiens à remercier mes collègues, que ce soit Carole, Luc, Arthur et Tony pour leur aide à la technique et au reportage. Là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À la semaine prochaine. Mon nom est Danick Julien.